Je me suis rendu compte que ma concentration s'était considérablement affaiblie, mais je ne pensais pas que c'était grave. Je suivais de près une Chevrolet bleue à l'intersection. Mes pensées étaient chaotiques et je conduisais plus en pilote automatique qu'avec un quelconque effort conscient. Le feu de signalisation est passé au vert et j'ai continué à suivre la Chevrolet à travers l'intersection, ou du moins, c'était mon intention. Je me souviens vaguement d'avoir remarqué quelque chose du coin de l'œil gauche. Puis les rêves ont commencé. Des cauchemars, des illusions. La douleur et la détresse devinrent mes compagnons incessants. Je me souviens de visions de ma famille. Je me souviens de gens qui me parlaient. Assez étrangement, je comprenais chaque mot. Cependant, les mots assemblés ne véhiculaient aucun sens cohérent. C'étaient simplement des sons sans substance. Tout semblait se mélanger, comme si je sautais d'un rêve ou d'un cauchemar à l'autre. Je n'ai jamais connu l'éveil ou la pleine conscience. Finalement, une partie de moi a compris que rien de tout cela n'était réel, que mon monde à ce moment-là existait uniquement dans mon esprit. Cette prise de conscience n'a pas atténué la douleur ou les cauchemars, mais elle a diminué l'angoisse. J'ai ouvert les yeux. Tout avait changé. Je pouvais distinguer les murs et le plafond. J'ai entendu une voix, et les mots avaient parfaitement un sens à mesure que j'écoutais. J'ai commencé à évaluer mentalement mon corps. Je pouvais bouger mes orteils. C'était encourageant. Puis j'ai essayé de sentir mes doigts et, à mon soulagement, j'ai réussi. La douleur était persistante mais atténuée, et comparée à ce que j'avais enduré, je pouvais la repousser. J'ai essayé de bouger ma tête, et l'effort était presque insupportable. J'ai dû gémir. « Monsieur Hadley, vous êtes réveillé » s'est exclamée une jeune femme, en se penchant et en me souriant. « Je vais chercher le docteur. »« Reposez-vous, je reviens tout de suite. » Je crois que je me suis rendormi. Le souvenir suivant que j'ai est celui d'un homme plus jeune que moi, qui examinait mes yeux et palpait ma tête. « Bienvenue parmi nous, monsieur Hadley. Ça fait un bail, mais vous allez bien maintenant. Vous avez été impliqué dans un accident de voiture. Vous avez été percuté et vous n'avez pas réagi pendant un certain temps. Mais il semble que vous soyez sur la voie de la guérison. Je sais que vous avez de nombreuses questions, mais pour l'instant, vous avez besoin de repos et de récupération. Nous vous avons administré des médicaments pour vous aider à gérer la douleur et à faciliter le repos. Mais soyez assurés que vous verrez votre famille bientôt. » J'ai brièvement fermé les yeux, et quand je les ai rouverts, j'ai réalisé que j'avais dû dormir pendant des heures. Jim et Tiffany étaient placés à côté du lit, à ma gauche, souriant alors que je regardais autour de moi. « Oh, papa » s'est exclamée Tiffany. « Nous étions si inquiets pour toi. J'ai toujours su que tu étais résistant et que tu t'en sortirais. Je t'aime, papa. »« Ouais, papa. Tu es bien trop têtu pour partir aussi facilement » a gloussé Jim. « Tu as encore de nombreuses années devant toi. Tu dois probablement ça à maman. » J'ai essayé de répondre, mais ma bouche me semblait remplie de sable. Je ne pouvais pas séparer mes lèvres. Je ne pouvais articuler aucun mot, alors j'ai simplement essayé de sourire, ce qui a causé une légère douleur. « C'est vrai, papa. Maman t'a donné quelque chose d'inestimable que tu garderas avec toi pour toujours. Elle t'a donné un de ses reins, papa. Alors, à partir de maintenant, vous êtes comme des jumeaux siamois, liés à jamais. » Tiffany a gloussé. « Allez, regardez ailleurs. Maman est là-bas. » J'ai réussi à pivoter ma tête et j'ai vu le lit adjacent au mien. Il m'a fallu une minute ou deux pour que mes yeux s'ajustent. Finalement, j'ai pu discerner Gwen assise droite dans son lit, me souriant, des larmes coulant sur ses joues. Était-ce réel ou simplement un autre cauchemar? De quoi parlait-il à propos d'un rein? Pourquoi aurais-je besoin du sien? Pourquoi Gwen me donnerait-elle le sien? C'était une quantité écrasante d'informations à traiter. J'ai fermé les yeux une fois de plus. J'ai dormi pendant la majeure partie des jours suivants. Chaque fois que j'avais des moments de lucidité, les infirmières, les médecins et mes enfants m'expliquaient comment j'étais arrivé dans mon état actuel. Peu à peu, j'ai appris à distinguer la réalité des rêves. Je ne suis pas certain des médicaments qu'ils m'ont administrés, mais ils étaient puissants. Un homme fuyant la police a percuté ma voiture du côté conducteur simplement pour éviter une contravention pour excès de vitesse, 60 km/h dans une zone limitée à 40 km/h. Cet individu a failli mettre fin à ma vie. Les forces de l'ordre ont calculé que sa vitesse réelle était d'environ 80 km/h au moment de l'impact. Peu m'importait la vitesse exacte.
Ce qui importait vraiment, c'étaient les répercussions. Heureusement, le garçon est sorti indemne et son père est intervenu pour le couvrir. Ce petit schnappant va probablement fêter ça en draguant à son bal de fin d'année ce week-end. Au lycée, je jouais au football et je me considérais comme un receveur assez talentueux. J'étais rapide et j'avais une remarquable coordination œil-main. J'ai fréquenté l'université de Pennsylvanie et j'ai auditionné pour son équipe de football. Je n'ai pas obtenu de bourse, ce qui devrait vous donner un aperçu de la façon dont l'équipe d'entraîneurs a évalué mes capacités. Tous les joueurs se donnaient à fond pour mettre en valeur leurs compétences et leur engagement envers l'équipe d'entraîneurs. Lors de notre premier entraînement intensif avec contact, j'ai exécuté un changement de direction rapide et j'ai vu le ballon arriver dans ma direction. Il était sur le point de passer 1 mètre au-dessus de ma tête, alors j'ai sauté et je l'ai attrapé avec ma seule main droite. À l'instant où je l'ai attrapé, j'étais persuadé que les entraîneurs seraient impressionnés. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la vitesse et la force des joueurs de la ligne défensive avant que je ne puisse sécuriser le ballon et le protéger. Un linebacker d'environ 100 kg m'a foncé dessus. Il était lancé à pleine vitesse quand il a baissé son épaule et l'a enfoncé dans mon flanc droit. Il m'a tordu comme un bretzel en me projetant sur le gazon synthétique du terrain d'entraînement. J'ai repris conscience à l'hôpital. Pendant une semaine, j'avais du sang dans mes urines, et l'équipe médicale semblait vraiment inquiète pendant les premiers jours. Finalement, à la fin de la semaine, ils m'ont renvoyé chez moi. Le principal problème était les dommages importants subis par mon rein droit. On m'a conseillé d'être vigilant et de prendre un soin exceptionnel de mon rein gauche. Tant que j'éviterais les activités imprudentes comme jouer au football ou me faire écraser dans un accident de voiture, je ne rencontrerais aucun problème rénal. Curieusement, il s'est avéré que je n'avais pas été aussi gravement blessé dans l'accident qu'on ne le pensait, hormis le coup violent reçu à mon rein gauche. Par conséquent, il a été convenu que trouver un donneur rapidement serait la meilleure chose à faire. Gwen a subi des tests, même si la probabilité qu'elle soit compatible n'était pas élevée. Et oui, comme vous vous en doutez, alors que je flottais entre rêve et cauchemar, il a été déterminé que je recevrais un rein de Gwen. On m'a informé que j'avais été notifié de la décision et que j'y avais même consenti. Bien que je ne voyais pas l'intérêt de contester cela, je n'en avais aucun souvenir, pas plus que de mon accord. Gwen s'est remise beaucoup plus vite que moi, mais c'était prévisible. Après tout, elle n'avait pas subi l'implantation d'un organe étranger. C'était moi qui nécessitais une surveillance étroite pour s'assurer qu'il ne soit pas rejeté. Une fois qu'elle a retrouvé sa vitalité, Gwen était constamment à mes côtés. Elle me lisait le journal à haute voix, essuyait mon front et m'aidait même à aller aux toilettes. C'était une période difficile, mais finalement, j'ai été autorisé à me rétablir à la maison. J'y suis resté environ 6 semaines supplémentaires avant de pouvoir reprendre le travail. Pendant toute cette période, Gwen était attentive et compréhensive. Elle s'efforçait de rester optimiste et enjouée. Les enfants ont repris leurs études à l'université, mais ils rentraient à la maison pratiquement tous les week-ends pour rendre visite et aider leur mère à prendre soin de moi. Gwen s'est complètement remise en peu de temps, du moins c'est l'impression que j'avais. En quelques semaines, elle était de retour au travail, me laissant seul à la maison pendant un mois entier. Progressivement, j'ai repris des forces, et dès la 2e semaine après le retour de Gwen au travail, j'ai pu faire le tour du pâté de maison. Cela m'a semblé être une étape importante dans mon parcours de guérison. Au moment où j'ai repris le travail, je me déplaçais raisonnablement bien. Les médecins ont mentionné qu'il faudrait plusieurs mois avant que je ne me remette complètement, mais ce jour était inévitable. À mon retour au travail, on m'a confié des tâches plus légères pendant quelques semaines. Finalement, j'ai fait part de mes préoccupations à mon supérieur, en lui disant que j'avais besoin de reprendre mes fonctions habituelles. Je suis employé par la compagnie de téléphone. Je faisais partie de l'équipe chargée d'inspecter les lignes et de récupérer des objets dans les nacelles des camions à nacelles. J'étais excellent dans mon travail et je l'appréciais vraiment. La semaine suivante, j'ai repris les tâches que j'aimais, et un sentiment de bien-être a commencé à revenir. Pendant quelques mois, j'ai ressenti une certaine anxiété au volant, et je reste vigilant à chaque intersection. J'étais parfaitement conscient de la chance que j'avais eue de conduire un véhicule de la compagnie lorsque l'autre conducteur m'est rentré dedans avec le SUV de son père. Si j'avais été dans une voiture normale, les répercussions auraient été bien plus graves, persistant au moins 6 mois après l'incident. Presque tout était revenu à la normale. Sauf un détail important. Gwen et moi n'avions pas eu de relations intimes. Ce n'était pas par manque de désir de sa part. Au contraire, parfois, elle était même un peu entreprenante.
Mais je n'y arrivais tout simplement pas. J'étais aux prises avec des problèmes profonds. Le jour de l'accident, j'avais été chargé de réparer une ligne qui longeait l'autoroute. Mon attention était concentrée sur les dommages causés par une pelle mécanique qui avait sectionné le câble. Il m'avait confié cette tâche parce qu'il connaissait mon expérience et ma compétence. Il m'est arrivé de jeter un coup d'œil au toit d'un camion à benne basculante à proximité. Juste au-delà se trouvait un motel, le Puline, qui s'adressait aux chauffeurs le long de l'autoroute 80. J'ai remarqué une voiture qui ressemblait à celle de Gwen, stationnée à environ 40 mètres de l'endroit où j'étais assis. Curieusement, on a tendance à passer inaperçu quand on travaille dans ces nacelles. Une autre voiture s'est garée sur le parking et son conducteur en est descendu. C'était Ben Poole, le collègue de Gwen. Alors qu'il contournait le devant de son Explorer. « Paul, je vois dans mes notes que votre femme a pris ce rendez-vous pour vous. Elle a informé ma réceptionniste que vous aviez été victime d'un grave accident il y a environ 6 mois. Elle a, pour ainsi dire, donné un rein pour vous sauver la vie. Elle a également mentionné que votre rétablissement se déroulait bien, à l'exception d'un problème. Vous avez perdu tout intérêt pour le sexe. Est-ce exact, Paul? Pourtant, je peux vous affirmer que vous devez régler ce conflit dans votre vie, sinon il vous anéantira, vous et votre mariage. Nous devrions nous rencontrer chaque semaine et le surmonter ensemble, m'a-t-elle annoncé. Bien sûr, avec facture. Mon assurance prend ça en charge. Mais la confidentialité sera-t-elle respectée? Ai-je demandé. Ma femme va se demander ce qui cloche chez moi. Bien sûr, Paul, a-t-elle confirmé. Je pense qu'il serait peut-être utile que votre femme me rencontre séparément, comme c'est souvent le cas. Ce n'est pas un problème créé ou résolu par un seul partenaire. Écoutez, Doc, ça dépend d'elle. Peut-être qu'elle pourra interrompre ses frasques avec ce voyou le temps d'une visite, surtout si cela signifie que son mari bon à rien paie les pots cassés et espère encore des relations intimes de temps en temps. Laissez-moi vous dire une chose, Doc, ai-je ajouté. Si vous osez même suggérer à Gwen que je suis au courant qu'elle fréquente au moins un homme dans mon dos, c'est la fin de notre. Je n'arrêtais pas de penser à quel point tu as été un mari et un père exemplaire au fil des ans. La perspective de te perdre m'a terrifié. Je veux t'aimer et être aimé de toi. Je veux que tu sentes mon amour et que tu comprennes à quel point tu es inestimable pour moi. Alors, cette rencontre de près avec la mort t'a soudainement fait tout remettre en question, et maintenant tu as une envie irrépressible de. Paul, j'ai fini par comprendre que tout ce que j'aurais dû faire, toutes les actions auxquelles je me suis refusé, auraient dû être partagées avec toi et pour toi. Ces choses n'auraient jamais dû être gaspillées pour un homme méprisable qui ne me voyait que comme un objet de son plaisir. Gwen parlait doucement, retenant ses larmes. Je restais stoïque alors que ma femme depuis 23 ans reconnaissait sa trahison. Entendre son aveu, découvrir l'étendue du mauvais traitement qu'elle m'avait infligé, m'a apporté un sentiment de soulagement inattendu. J'ai patiemment attendu qu'elle développe. La dernière fois que j'étais avec lui a été la plus éprouvante, a-t-elle poursuivi. Nous nous sommes disputés une fois de plus. Refusant d'obtempérer à ses exigences, il m'a rabroué après m'avoir manipulé brutalement et sans ménagement. Après ça, il s'attendait à ce que je recommence pour l'exciter davantage. Sais-tu, Paul, que je n'ai jamais vraiment fait d'effort pour allumer ta flamme. Je t'ai toujours laissé montrer le chemin et me suis laissé aller à apprécier quand j'en avais envie. Je comprends maintenant que c'était une erreur, Paul. J'ai pris conscience de cette erreur quand cette abruti n'a cessé de me rabaisser, me traitant de noms ignobles comme menteuse et coincée. J'ai fait semblant d'accepter de le revoir, lui promettant de me soumettre à ses exigences la prochaine fois, juste pour qu'il me lâche, a avoué Gwen. Je lui ai même offert un baiser d'adieu sur le parking. Il me terrorisait. J'étais anxieuse et n'aspirais qu'à m'éloigner de lui. C'est le seul autre homme avec qui j'ai eu une intimité en dehors de toi. Et crois-moi, Paul, j'ai vraiment appris ma leçon. Puis, j'ai reçu l'appel. Ils m'ont informé que tu étais hospitalisé et que tu risquais de ne pas survivre. Tu ne peux pas imaginer la culpabilité et la crainte qui m'ont submergé, Paul. J'avais commis une grave erreur et je l'ai reconnue. J'ai insisté pour me faire tester afin de voir si je pouvais te donner un rein. Cela me semblait être l'occasion de faire les choses correctement, de purifier mon âme et de me repentir. Mais c'était égoïste aussi. Je savais que je devais le faire. Pour avoir l'impression de mériter une autre chance avec l'homme le plus formidable que j'ai jamais connu. Gwen pleurait. C'était plus pour mes besoins que pour les tiens. Pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant, Gwen?
ai-je demandé. Tu as gardé ça pour toi si longtemps. Pourquoi maintenant? La nuit dernière, j'ai réalisé que j'étais en train de te perdre, Paul. Que j'étais en train de te perdre. D'une manière ou d'une autre, je savais que c'était la conséquence de mon infidélité. Si j'avais un espoir de te garder, je devais révéler toute la vérité et te laisser décider. Que si tu décides de divorcer, je l'accepterai. Que je ne t'ai pas donné le rein pour te manipuler et te forcer à rester si tu ne veux plus de moi. Que je t'adore bien trop pour faire ça. Que je te l'ai donné volontairement, par amour, en signe de reconnaissance pour la vie extraordinaire que tu m'as offerte jusqu'à présent, sans aucune attente en retour. J'ai commis une grave erreur. C'est à toi de décider de la suite, a conclu Gwen. As-tu cessé tout contact avec l'autre individu? Ai-je demandé. Je t'affirme solennellement que je n'ai pas été seul avec lui depuis cet incident. Même si notre mariage se terminait, je ne retournerai pas vers lui. Il a essayé de me séduire à nouveau, mais j'ai clairement fait comprendre que cela n'arriverait jamais. C'était une nouveauté pour moi. Ce goujat voulait encore s'impliquer avec ma femme malgré son rejet. Pas très courtois, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le remède était relativement simple. J'ai tendu la main pour prendre le téléphone posé sur la table de chevet. J'ai composé les 7 chiffres gravés dans ma mémoire et j'ai attendu. En observant Gwen deviner futilement mon intention, il était évident qu'elle n'avait aucune idée de ce que j'allais faire. « Bonjour, Madame Poole, c'est Paul Hadley. Je vous appelle pour vous demander de bien vouloir conseiller à votre mari de cesser de harceler ma femme. Elle n'a aucune intention de poursuivre une relation avec lui. S'il persiste, je pourrais recourir à des mesures physiques. Bien que je sois un peu affaibli, assurez-lui que ma capacité à actionner une gâchette reste intacte. Veuillez lui transmettre ce message. Merci de votre temps. » Gwen était abasourdie. Son visage était rouge, des tremblements la parcouraient des lèvres aux doigts. Il lui a fallu quelques secondes pour retrouver la parole. « Tu étais au courant. C'est ce qui explique ton manque d'intérêt pour moi. Comment l'as-tu découvert? Et, quand je t'ai croisé au motel, chambre 108, le jour de l'accident. J'étais en route pour rentrer à la maison et te mettre à la porte quand ce gamin inconscient m'a embouti. S'il avait respecté la limitation de vitesse, nous serions probablement déjà divorcés à l'heure qu'il est, ai-je avoué. Je suis sincèrement désolé, Paul. J'accepte toutes les conséquences que tu choisiras. Je peux à peine imaginer à quel point ça a dû être difficile pour toi, surtout quand tu avais le plus besoin de mon soutien. Je n'ai fait qu'aggraver la situation. Je suis une si piètre représentation d'un être humain. Je vais rassembler mes affaires et partir avant midi. Paul, je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, et pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. Tu mérites tellement plus que ce que je t'ai offert. Je suis submergé par la honte, sincèrement, profondément honteuse. Je vais commencer à faire mes valises immédiatement, a déclaré Gwen d'un ton abattu. Gwen, si je te permettais de rester, penses-tu que tu serais plus épanouie sexuellement avec moi? Ai-je demandé. Paul, si tu restes mon mari, je te gâterai au centre commercial. Si c'est ce que tu désires. Je te promets d'être la maîtresse la plus exceptionnelle que tu aies jamais imaginée. Mais exclusivement pour toi. Je ferai n'importe quoi, Paul, a juré Gwen, les larmes aux yeux. Démissionne de ton travail aujourd'hui, Gwen. Je refuse que tu sois à proximité de cet individu méprisable. Sinon, je risque de finir en prison. Commence tout de suite à chercher un nouveau poste. Un emploi à temps partiel, ça me va. Tu auras peut-être besoin de ce temps supplémentaire pour trouver comment faire fonctionner cet arrangement pour moi. Rien de tout ça ne m'enchante particulièrement, mais je porte ton rein, et visiblement, tu as encore mon cœur. Mince alors, ai-je murmuré, exaspéré. On s'occupera du reste plus tard. Mais je dois avouer que cette proposition au centre commercial commence à me paraître de plus en plus séduisante. Ce jour-là, je suis arrivé en retard au travail parce que Gwen pleurait et s'accrochait à moi pendant de longues minutes. Je me demande encore si j'ai pris la bonne décision, mais dans l'ensemble, je m'en sens relativement satisfait. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment de dette profonde que l'on ressent envers quelqu'un qui vous a sauvé la vie. Néanmoins, il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment pardonner à Gwen. Maintenant, elle me comble véritablement, tant sexuellement que sur tous les autres plans. Elle a toujours été une épouse remarquable. Je me demande juste pourquoi nous devons traverser tant d'épreuves dans la vie avant de pouvoir enfin trouver le bonheur.